Bonjour à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité, chers amis internautes. Ce dimanche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir encore pour vous, une fois encore, sur les plateaux d'émission de ESAE TV, Maître Abraham Zizidokwe. Il est juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Il est ancien garde des Sceaux, ancien ministre porte-parole du gouvernement, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Bonjour à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation chaque fois qu'on vous appelle. Merci d'accepter cette invitation. Bien sûr. Avec lui, chers amis internautes, nous allons faire le tour de l'actualité sociopolitique au Bénin. Nous allons commenter le dossier Aïvor. Nous allons également commenter cette saisine de 145 kg de drogue au port autonome de Cotonou. Nous parlerons également de l'installation du conseil électoral. Dans la seconde partie de cette émission, nous allons, avec notre invité, décrypter la lutte contre la corruption et l'impunité sous le régime du président Patrice Talon en tant qu'acteur politique et également ancien député et ancien ministre. Il nous dira ce qu'il pense de la vie des partis politiques au lendemain de l'élection du président Patrice Talon. Il va parler également de la léthargie de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il va commenter l'effectivité de la réforme du système partisan et puis en fin d'émission, il nous donnera ses impressions sur la déclaration du président Patrice Talon qui a annoncé et qui a réaffirmé son départ du pouvoir en 2026. À l'occasion, il nous donnera ce qu'il pense de ce qu'on qualifie de virus du troisième mandat en Afrique de l'Ouest, ou pour ne pas dire en Afrique en général. Alors, Maître Abraham Zizidokwe, le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. Le dossier Joël Frédéric Aïvor, ils étaient à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme jeudi dernier. Vous avez suivi en tant que juriste de formation cette actualité, également en tant que citoyen béninois. Quel est votre commentaire? Vous savez, quand un dossier est devant la justice, j'ai toujours recommandé de laisser la justice faire son travail dans le bon ordre et dans la sérénité. J'ai toujours critiqué ceux qui font pression sur la justice. Nous sommes les premiers à vouloir le respect des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, mais dès que nous avons un proche, un ami, un parent devant la justice, nous faisons fi de ces principes et nous nous jetons sur la justice avec les commentaires les plus désobligeants. Pour moi, quand un dossier est devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Ce que je peux dire, c'est que tout se passe dans les règles de l'art. Notre ami, notre collègue Aïvor a droit à une défense plurielle. Donc, les procédures sont en œuvre. La justice fait son travail. Laissons la justice faire son travail. C'est ce que je peux dire. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous gardez la même position sur la saisine de 145 kg de drogue au Bénin? La justice est là pour assurer la paix, la sécurité dans une communauté, dans une société. Vous savez, tout cela, drogue, par-ci, par-là, corruption, mais c'est des choses qu'on voit partout dans le monde entier, notamment la corruption. La différence, c'est qu'ailleurs, quand ça se passe, la corruption est punie. Mais chez nous, avant l'arrivée du président Talon, c'est que la corruption, on l'évoque, on l'invoque, on marche pour ça. Mais quand ça vient et que c'est un proche, on dit ah non. C'est comme si on vit dans un paradoxe permanent. Nous invoquons les principes, mais dès qu'on veut les appliquer à nous-mêmes, à un des nôtres, nous disons non. Alors qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes, on dit les droits de l'homme, nous sommes partisans des droits de l'homme, des libertés, tout ce qu'on veut. Et dès qu'on met en œuvre des processus qui doivent assurer la paix, la tranquillité dans un pays, on commence à crier. Il y a un véritable paradoxe au Bénin. C'est-à-dire que ce qui est technique parfois, nous politisons cela. Et ce qui est politique, nous voulons des solutions techniques. C'est ça le véritable paradoxe de la plupart de Béninois lambda.
nous vivons dans un éternel paradoxe. Nous sommes les premiers à crier contre la corruption, contre l'impunité. Mais dès que quelqu'un est en cause, que nous connaissons, que nous sommes proches, nous oublions tout ça, nous nous jetons sur la justice pour dire là, il y a dictature, il y a ceci, cela. Moi, je vous demande de garder toujours notre calme, notre sérénité et laisser la justice faire son travail. C'est comme ça que nous assurons à la justice son indépendance. Parce que les gens parlent de l'indépendance de la justice, de l'indépendance. On ne voit que d'un côté, on ne voit que du côté du pouvoir politique qui agirait sur la justice. On ne voit pas de notre côté, nous, citoyens lambda, nous, sociétés, qui faisons également pression sur la justice. Moi, je demande aux uns et aux autres de laisser la justice faire son travail. Nous sommes dans un monde, regardez en France, bientôt, le garde des Sceaux, il va comparaître devant la Cour de répression de la justice. Et pourtant, il est ministre en activité. Au Bénin, on crierait, oh là, c'est pas possible. C'est ça notre problème. Ailleurs, un chef d'État est poursuivi, même en prison. Au Bénin, oh là là, le ciel tomberait sur notre tête si ça arrivait. Donc, je nous en prie, gardons notre calme, ayons confiance à notre justice. Et quand les dossiers sont devant la justice, nous pouvons opiner, je ne dis pas de se taire, de croiser les bras, de ne rien dire, mais les pressions sur la justice, gardons-nous de ces pressions et laissons les juges faire leur travail. C'est un travail difficile d'être juge. Être juge, c'est un travail. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous êtes un être humain, mortel, comme celui que vous avez devant vous et que vous devez juger. Évidemment, c'est la justice humaine, c'est la justice des hommes, ce n'est pas la justice divine. Pour que nous puissions vivre en société, il y a un minimum de règles. Et il y a quelqu'un qui est là, qui dit stop, arrêtez, on s'arrête. On était la fois dernière à une cérémonie, hommage, c'est un petit hommage à Madame Poyon, première présidente de la première mandature, et on devait témoigner, n'est-ce pas? Et parce que nous étions avec elle, un certain nombre de personnalités. Bon, j'ai évoqué une petite anecdote en parlant, c'est de la justice constitutionnelle. Ça a été une nouveauté après la conférence des forces vives nationales, mais quelle était son importance? Laissez-moi vous dire que feu Mathieu Kérékou, alors qu'on était dans la salle d'attente avant d'aller à l'audience de l'Assemblée nationale, ça doit être en décembre 1996, si mes mémoires sont bonnes, il me disait, voilà, notre pays, nous avons désormais une cour constitutionnelle. Si c'était avant, un chef d'État, quand c'est la fin de votre mandat, c'est avec toutes les appréhensions, ou vous vous retrouvez en exil, ou vous vous retrouvez en prison, ou vous vous retrouvez sous terre. Aujourd'hui, avec l'avènement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura plus ça. Un ancien chef d'État, il peut voyager, il peut revenir dans son pays, il y a les droits de l'homme. Donc, pour dire que la justice est indispensable dans un État de droit, et tout le monde doit s'y soumettre. Ce n'est pas parce que la justice vous donne tort qu'elle est mauvaise ou elle vous donne raison. C'est la seule condition pour que nous puissions vivre ensemble. C'est la seule condition pour que nous puissions vivre ensemble. Nous allons progresser progressivement dans cette émission. Nous parlerons également de l'installation du Conseil électoral. Vous avez un membre assez influent de votre formation politique qui a pris les rênes de cette institution. Dites-nous, que pensez-vous de cette institution? Est-ce que, selon vous, elle garantirait l'impartialité tant prônée par cette institution dans l'organisation des échéances électorales? Bon, l'impartialité d'une élection, ce n'est pas que les structures chargées de l'organisation de l'élection. C'est d'abord les textes qui régissent l'organisation, puisque les structures sont là pour appliquer les textes. Donc, c'est d'abord les textes. Quand vous voulez impartialité, transparence, c'est d'abord les textes. Ensuite, c'est les acteurs politiques. En l'occurrence ici, les partis politiques ou les candidats. C'est à leur propre niveau l'impartialité. Aucune structure, soit-elle, ne peut organiser l'impartialité si les acteurs eux-mêmes ne sont pas respectueux de cette impartialité, de cette conformité à la loi, à la règle, comme nous venons de dire. Nous avons parlé de la justice au niveau de l'État. Cette structure-là, au niveau du système électoral, c'est comme
des quasi-juridictions. Elles sont là, n'est-ce pas, pour organiser, pour assurer l'égalité de chance des acteurs politiques. Donc, quel que soit celui qui sera là, Dieu merci, c'est un de mes collègues, nous sommes membres du Présidium, j'en suis fier, mais je n'ai aucun mérite particulier. C'est son profil, c'est son parcours, et puisqu'il y a des critères pour être à ce niveau, un autre serait là, un membre de l'opposition, n'importe qui sera là. C'est le respect à la loi. Il n'est pas là pour faire ce qu'il veut. Il n'est pas là pour faire ce que veut son ancien parti. Il est là pour faire appliquer les règles électorales. C'est ça la différence. Donc, quelle que soit la personne mise à ce poste-là, cette personne a le devoir de mettre en œuvre les règles électorales, les règles votées par l'Assemblée. Et c'est ça, quand vous me parlez d'impartialité, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas qu'au niveau du Conseil électoral, c'est au niveau des acteurs, c'est au niveau des candidats, c'est au niveau des partis politiques. C'est tout un ensemble qui assure l'impartialité d'une élection. C'est tout un ensemble qui assure l'impartialité d'une élection. Alors, autre sujet qui nous réunit ce matin, il s'agit de la vie des partis politiques. Au lendemain de l'élection présidentielle, de l'élection du président de la République, Patrice Talon, on note quand même silence assourdissant au niveau des formations politiques, tant de la mouvance que de l'opposition. Au niveau de la mouvance, on note quelques migrations, quelques débauchages, on pourrait le dire par endroit, quelques départs. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier tout ceci? Bon, c'est dans l'ordre normal des choses. Ces secousses qu'on observe aujourd'hui au niveau des partis politiques, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, je dis, c'est des secousses de basse intensité. Ce ne sont pas des secousses telluriques, ce ne sont pas des secousses systémiques de quoi faire tomber le ciel sur la terre. C'est dans l'ordre normal des choses. La réforme est passée par là. Les élections ont eu lieu. Des élections pointent. Bon, il y a un jeu de géolocalisation politique. Les acteurs cherchent là où l'herbe sera fraîche. Chacun fait son analyse. Si je reste ici, est-ce que j'ai des chances d'être positionné? Donc chacun fait ses petits calculs-là. C'est pour ça que je dis que c'est des secousses de basse intensité, que ce ne sont pas des secousses systémiques, que ce ne sont pas des secousses telluriques de faire tomber le ciel sous la terre. C'est dans l'ordre normal des choses. C'est une recomposition. Mais est-ce que ça ne porte pas une tache d'huile à l'honorabilité de cette réforme du système partisan? Pas du tout, au contraire. Au contraire, ça montre la vitalité. Vous verrez, ces secousses auront lieu, mais vous verrez que rien ne bougera outre mesure. Les grandes formations demeureront les grandes formations qui sont toujours ouvertes aux autres. Je vous ai dit, l'UP, nous sommes très très ouverts. Mais comme je le dis, et que certains ne comprennent pas, l'UP, première formation, a besoin de l'existence du BR, a besoin de l'existence de FCBE, a besoin de l'existence des démocrates. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes premiers, nous voulons être premiers, nous nous ouvrons, mais dans le même temps, puisque nous sommes dans un système démocratique, nous avons besoin de contradictions. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous savez, et c'est encore le paradoxe dont je parlais tantôt, nous sommes pour les droits de l'homme, nous sommes pour les libertés. Or, les partis politiques, c'est des associations politiques où la liberté... Alors, un individu est libre d'entrer dans un parti, est libre d'en sortir. Donc, dès qu'il y a ça, alors que c'est la liberté que nous défendons, tout le monde crie, on dit échec du système partisan. Aucun échec, au contraire, c'est la vitalité. Le système, la réforme, le système partisan, ce n'est pas un carcan. C'est un système démocratique. La réforme qui est faite, c'est un système démocratique qui est seulement régulé, qui a des normes, qui a des conditions. Ce n'est pas un carcan que Paul quitte, que Paul... Mais c'est la liberté. On entre comme on veut, on sort comme on le veut, en respectant les règles. Parce qu'il y a les règles du fonctionnement d'un parti politique. Pour démissionner, il y a les règles, il y a la démarche. Quand vous faites ça, on ne va pas vous empêcher. Alors, c'est ça que je ne comprends pas chez le Béninois. En même temps, le Béninois dit liberté, démocratie, tout ça.
un individu ou un groupe de exercent leur liberté, on crie, on dit échec, échec. Alors qu'est-ce que nous voulons? C'est ça que je dis le paradoxe béninois. Nous voulons une chose et son contraire. Nous avons parlé de liberté, évidemment. Il y a transhumance dans transhumance. Nous n'acceptons peut-être pas à l'Assemblée une transhumance sauvage pour dérégler le fonctionnement de... Mais dans la vie active, dans les partis politiques, chaque individu est libre de son analyse, de sa conscience. Vous pouvez de bonne foi adhérer à un parti politique, croire que vous êtes dans la bonne voie et à la pratique, vous rendez compte que vous êtes trompé. On va dire non, parce que vous êtes entré, vous n'allez plus. Ce n'est pas un carcan, un parti politique. C'est une association démocratique. On y entre librement, on en sort également librement, à charge de respecter les règles de fonctionnement des partis politiques. À charge de respecter les règles du fonctionnement des partis politiques, mais lorsque la réforme du système partisan a été effectuée, la plupart des acteurs politiques et même des citoyens béninois espéraient qu'il n'y ait plus de transhumance opportuniste. Bon, peut-être, mais l'objectif premier, c'était la réduction du nombre des partis politiques. Vous ne pouvez pas empêcher un individu ou un groupe de faire le choix qu'il veut au moment où il veut. Donc les gens confondent les objectifs de la réforme. C'est pour ça que je vous dis que des choses politiques, les gens cherchent des solutions techniques. Et que pour des choses techniques, les gens politisent, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ça. L'objectif de la réforme, dans un premier temps, c'est d'abord la réduction, l'acquérir. Est-ce que cet objectif est atteint, oui ou non? Cet objectif est atteint. Bien qu'on ait 20-30, c'est la prochaine échéance, 2023, qui sera le carrefour où nous allons voir si nous allons continuer avec une vingtaine de partis ou pas. Et vous allez voir, d'une mandature à l'autre, d'une élection à l'autre, le paysage va s'assainir. Vous ne pouvez pas refuser aux gens de bouger. Mais quelqu'un, vous prenez un marché, vous allez au marché, vous voyez les mouvements qu'il y a dans un marché. Vous ne pouvez pas refuser aux gens de se mouvoir. Mais tout le problème, est-ce que quelqu'un peut sortir à la veille d'une élection, avant le dépôt de liste de candidature, quelqu'un qui ne trouve pas son nom sur la liste, est-ce qu'il peut se lever sur les champs, former un parti politique comme ça se faisait avant? Il ne peut pas. Il est obligé actuellement d'aller vers les partis qui sont en règle du système partisan. C'est ça la nuance, c'est ça la différence. Vous ne pouvez pas refuser à un individu de se mouvoir, de chercher. Mais ces mouvements sont limités. Ce n'est plus la pagaille d'antan où nous nous retrouvons avec des dizaines. Nous aurons plus 20 partis politiques en forme régulièrement constitués, mais d'une échéance à une autre, de 20, vous allez voir, on va baisser à 10. De 10, vous allez voir après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous verrez qu'il y a 4 ou 5 partis sur l'échiquier. Donc, de la patience, de la sérénité, n'est-ce pas, et du respect de la loi. Je crois que c'est ça qui va sauver le pays. C'est ça qui va sauver le pays, mais dites-nous, est-ce que, avec ce que nous voyons où des gens quittent le BR pour l'UP, d'autres quittent l'UP pour le BR, ainsi de suite, est-ce que vous êtes sûr qu'après 2026, après Patrice Talon, ces formations politiques, cette réforme va suivre, ou Patrice Talon partira avec cette réforme? Mais tant que la loi, c'est la loi n'est pas liée à Patrice Talon, même s'il en a été, avec ses collaborateurs, l'instigateur de ces lois. La loi, elle est impersonnelle. La loi, elle est générale. Tant que les règles du système partisan, par exemple, les conditions de formation d'un parti politique, le nombre de militants qu'il faut par arrondissement, tant que la loi est là, je ne vois pas ce qui changerait. Tant que les règles du taux de représentativité, du taux de légitimité, si vous voulez dire, de 10% pour élever des sièges au niveau des circonscriptions électorales, je ne vois pas en quoi ça changerait. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est la loi qui détermine tout. Ce n'est pas les êtres en tant que tels. Les êtres sont là pour mettre en œuvre les lois que la représentation nationale, que le pays, ces lois que le pays a mises en œuvre. Donc, tant que la loi sera la loi, de mon point de vue, il n'y aura rien. Il n'y aura pas péril en la demeure. Alors, l'opposition aujourd'hui au régime du président Patrice Talon, après l'arrestation de quelques-uns d'entre eux, on note une certaine léthargie dans le rang de l'opposition. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela selon vous? Vous empruntez le mot à votre collègue, le brillantissime Vincent Folly, qui dans une émission avec le tumultueux professeur Azatassou
et le non moins tumultueux ambassadeur Omarou dans un débat de léthargie. Mais ils ont été des lanceurs d'alerte. Et j'ai aimé cette émission parce que, pour nous résumer, que dit l'ambassadeur Aruna? Il dit qu'il faut rebeloter l'opposition. Il dit qu'il faut rebeloter l'opposition. Ça veut dire quoi? Il dit que ceux qui sont les leaders aujourd'hui de l'opposition, lui qui le dit, c'est pas moi, qu'il faut voir s'il n'y a pas des responsables qui ont des casseroles judiciaires, qui ont des cadavres dans leur placard. Et il met ici en doute la crédibilité des leaders de l'opposition. C'est pas moi qui le dis, j'ai Vincent Folly dénonce la léthargie de l'opposition. C'est pas, je ne vante pas, et ça a été fait sur SICA 100%. Mais est-ce que vous partagez son argumentaire? Est-ce que vous pensez qu'il faut rebeloter l'opposition? Est-ce que vous pensez, comme eux, que au cours de cette émission, que au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, il y en a des acteurs politiques qui sont des donneurs de leçons alors qu'ils ne sont pas des exemples? Puisqu'ici, ils ont des cas sur... Vous savez, je ne suis pas de l'opposition. Je ne peux pas... Mais vous êtes acteur politique, et la plupart d'entre eux, vous les avez connus, vous les avez pratiqués peut-être? Oui, si j'ai évoqué ça, c'est parce que j'ai dit que c'est des lanceurs d'alerte. Donc, c'est des gens qui font l'analyse en leur sein. Et je trouve que l'analyse est pertinente. Parce que quand vous êtes une opposition, pour que les gens vous suivent, il faut que vous soyez crédible. Si les gens ne sont pas crédibles, comment voulez-vous qu'il y ait du monde derrière eux? Donc c'est pour ça que je dis que bon, chacun a son angle d'attaque. Lui, il a dit ça. Mais le professeur, le tumultueux professeur Azatassou, que je salue au passage, qui est un ami, lui, pour sa part, il a dit il faut que les gens s'asseyent. Et que pour s'asseoir, il faut aussi ça. Plus d'une fois, le président Talon a tendu la main. Durant son périple de 77 à Parakou, il a tendu la main. À son discours d'investiture, il a tendu la main. Bon, certains opposants ont pris, d'autres disent non, il faut aussi y mettre des conditions. Est-ce que pour la paix, on va mettre des conditions préalables avant de se parler? Moi, je crois que le président Talon parle avec tout le monde, en tout cas avec tous ceux qui veulent parler. La preuve, nous avons des opposants qui aujourd'hui sont dans la mouvance et qui défendent le risque. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de malcompréhension, surtout... Est-ce qu'ils ne sont pas retrouvés dans la mouvance par contrainte, par hasard? Comment on peut contraindre un adulte à être quelque part si ce n'est que votre propre contrainte à vous, votre contrainte intérieure? Moi, je ne vois pas. On est en politique, il y a... Mais dans tous les cas, un homme doué de raison... Mais quand on est en politique, c'est eux qui disent la politique, c'est le rapport de force. Donc, à vous d'être réaliste, il y a un certain pragmatisme. On n'est pas opposant pour opposant. On n'est pas opposant pour toute sa vie. On n'est pas opposant pour le plaisir de dire opposant. Là, ce n'est plus la politique, c'est un jeu avec des règles. Aujourd'hui, vous êtes en haut. Demain, vous descendez. Après-demain, vous montez. Donc, le feu général nous a appris beaucoup de choses en politique. Il faut apprendre à monter. Il faut apprendre à descendre. Il faut apprendre à monter plusieurs fois. Il faut apprendre à descendre. Si vous n'acceptez pas ça, si vous entrez en politique rien que pour gagner, vous perdez votre temps. Ceux qui viennent en politique, qui pensent que c'est là, et prendre les partis politiques, par exemple, pour des structures de placement, de postes, ils se trompent. Ils vont repartir. Ceux qui viennent en politique, par exemple en parti politique, pour faire de l'argent, pour faire des sous, dès qu'ils ne trouvent pas, ils s'en vont. C'est pas ça. Vous entrez en politique, c'est pour une idée, c'est pour une vision, ce n'est pas pour des intérêts immédiats. Et dès que vous n'avez pas ça, je vais chercher l'herbe fraîche ailleurs. Ceux-là, ils se trompent de chemin. Et ça, je vous dis, c'est parce qu'il nous manque la formation. Formation des militants. Et je vous dis, l'UP est en plein. Vous savez, je suis responsable de la formation. Nous ne faisons pas grand bruit, nous ne faisons pas des trucs, mais nous travaillons à la base parce que l'homme politique, il veut gagner tout de suite la prochaine élection, mais l'homme d'État, il veut gagner la prochaine génération. L'UP travaille pour la prochaine génération, pour gagner, parce que, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si nous ne formons pas la jeunesse aujourd'hui, nos militants aujourd'hui, c'est que non seulement l'actualité, le Bénin d'aujourd'hui aura des insuffisances, mais nous,
allons traîner ces insuffisances. C'est pour ça, quand je lis des jeunes qui disent les vieux dégagez, dégagez, ils n'ont rien compris. Vous savez, notre parti politique, on dit ça, j'ai le mot de collègue député à une dernière réunion. Il dit, les gens disent que l'UP, c'est le parti des vieux, mais un parti des vieux qui promeut les jeunes. Et que l'autre, je veux citer personne, c'est un parti de jeunes, mais qui promeut les vieux. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous devez savoir ce que vous avez à faire. Et chaque génération, n'est-ce pas, a un combat à amener, nous, à l'UP. Notre combat aujourd'hui, c'est de préparer la génération à venir. Ce n'est pas de courir derrière des avantages immédiats. Non, c'est de préparer. Parce que ne croyez pas qu'on va laisser le pays entre les mains de jeunes sans idée, qui n'ont que le gain facile. Pas du tout, ils se trompent. Hein. Nous ne laisserons pas le pays dans les mains des médiocres. Nous préparons la génération future. Il faut que les jeunes se l'entendent dire. Parce que nous travaillons. Nous ne sommes pas là. Nous ne courons pas derrière des postes. Ceux qui pensent qu'aller en politique, c'est courir derrière des postes. Et dès qu'on n'a pas le poste, allez, on plie bagaille. On est venu prendre de l'argent. Dès qu'on n'a pas l'argent, on peut. Ce n'est pas ça, l'Union progressiste. L'Union progressiste a une vision. L'Union progressiste a une génération à préparer. Si nous venons parler de la corruption qui est mondiale, ce n'est pas pour absoudre les Béninois, mais comme je vous dis, quand il y a la corruption ailleurs, c'est sanctionné. Au Bénin, on le sanctionne. C'est ce que le président Talon a fait, et c'est ça le crime du président Talon, de vouloir sanctionner la corruption, parce qu'il a l'intelligence de dire les anciens systèmes, nous en avons été tous bénéficiaires, et maintenant stop, changeons. Les gens ne lui pardonnent pas de vouloir dire changeons, faisons la rupture. Les gens souhaiteraient qu'on change seulement les hommes et que les vieilles habitudes perdues continuent. Il a dit non, nous changeons les hommes, nous changeons les structures, nous changeons les idéologies que cela porte, et c'est pour ça que certains parlent de dictature. Il n'y a aucune dictature. Nous sommes dans un pays le plus démocratique qui soit au Bénin. Vous circulez comme vous voulez, vous parlez comme vous voulez. Tant que vous n'avez pas enfreint, tant que vous n'avez pas transgressé les règles de la République, vous êtes libre. N'importe qui peut venir au Bénin, il verra que la liberté est totale, dans la limite des règles prévues par la loi. Vous avez parlé de lutte contre la corruption et l'impunité à l'instant. Dites-nous, que pensez-vous de cette lutte engagée par le président Patrice Talon? Est-ce que, selon vous, elle est véritablement impartiale? Elle est impartiale. Écoutez-moi, au début du premier mandat, on a dit, il n'attrape pas les siens, il ne fait pas ceci. Un mandat, ce n'est pas quand même sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un mandat, c'est 5 ans. Est-ce qu'à la fin du premier mandat du président Talon, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la chasse aux sorcières? Moi, j'ai les membres de mon bureau politique qui sont là-bas, qui sont à la crière, qui sont en prison, et on va encore me dire que c'est... Oh non, écoutez, il y a que ceux qui ne veulent pas voir, même les aveugles voient qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri, et que le fait d'être de la rupture, ce n'est plus un parapluie. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. Si vous tombez, le malheur vous prend, vous estimez que je suis du côté de la rupture et que je peux faire n'importe quoi, le président Talon ne vous a jamais dit d'aller voler et de venir le supporter. Vous avez vu le dossier Anat, je n'en dirai pas plus. Comme j'ai dit, respectons la justice, laissons la justice faire son travail dans la sérénité, dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Maître Abraham Zizidokwe, au cours de la semaine passée, le samedi dernier, pour le surpassé, le chef de l'État Patrice Talon a réaffirmé son engagement à quitter le pouvoir en 2026, à transmettre le pouvoir en 2026. Cela est intervenu dans un contexte où les gens évoquaient cette pandémie, si on peut le qualifier ainsi, de 3e mandat dans la sous-région africaine. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du chef de l'État d'abord, dans un premier temps? Bon, je l'ai déjà dit, j'ai déjà intervenu sur cette question pour dire que le président Talon a le leadership de la limitation ou de la réduction des mandats politiques. Il a dit avant d'être président, il a montré quand il était président
le mandat unique. J'ai dit, il est le seul président de la sous-région. Justement, En Afrique. il avait promis faire un seul mandat, il avait dit qu'il en ferait une exercice morale, après il a voulu faire un second quinquennat. Est-ce que les réalités du pouvoir ne pourraient pas le contraindre à vouloir faire un troisième mandat? Non, la morale d'abord est différente de la politique et du droit. Pourquoi je vous dis que les réalités ne peuvent pas lui l'amener à faire un troisième mandat? Dès qu'il a été désavoué sur le mandat unique par le peuple souverain à travers ses représentants, il s'y est soumis. Donc ça veut dire que c'est un homme qui accepte. Ça ne veut pas dire que demain, peut-être après lui, qu'il n'y aura pas un mandat unique, mais les esprits ne sont pas encore assez ouverts pour le mandat unique. Il s'y est conformé. Et pour montrer aux gens sa bonne foi, quand il y a eu la possibilité, avec les représentants à l'Assemblée, il a corsé le mandat, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'était ça à la conférence nationale. Il a, avec ses collaborateurs, ses représentants du peuple, il a réaffirmé un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois de sa vie. Je crois que c'est l'article, si mes souvenirs sont bons, ça doit être l'article 42 de la Constitution version révisée. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'était ça la conférence nationale. Ce qu'il a ajouté, c'est 5 ans renouvelable une seule fois de sa vie. Ça veut dire donc que c'est on ne peut pas dire mieux, on ne peut pas faire mieux. Il a dit, il a fait. Maintenant, on ne peut pas chacun libre d'interpeller quand on voit ce qui se fait. Et il a même dit, oui, il est très respectueux. Il dit qu'il n'est pas là pour donner des leçons à ses collègues, à ses confrères. Chaque pays a ses réalités. Il l'a dit. Justement, on dit chaque pays a ses réalités, mais il se fait que cette problématique du troisième mandat s'observe dans pratiquement tous les pays africains. Quels sont, selon vous, en tant qu'acteur politique, pour avoir également parcouru des pays de la sous-région, quels sont, selon vous, les facteurs endogènes et exogènes qui contraignent, puisqu'on a comme l'impression que c'est une contrainte, qui contraignent nos chefs d'État à vouloir coûte que coûte faire un troisième mandat? Est-ce que c'est de leur bon vouloir qu'ils ont ce désir irrésistible de vouloir faire un troisième mandat, ou cela vient quand même d'une volonté manifeste qu'ils ne peuvent contenir? Non, il y a des contingences. On ne peut pas généraliser. C'est au cas par cas. Chaque pays, au cas par cas. Le Bénin a fait sa conférence nationale. Mais tous les autres pays qui ont fait de conférences nationales, est-ce qu'ils l'ont reçu comme le Bénin? Non. Donc vous ne pouvez pas dire c'est la conférence nationale, la seule voie de sortie, etc. Chaque pays vit son histoire, sa géographie, ses idées selon le contexte. On ne peut pas généraliser une situation. Pour le Bénin, nous pouvons dire jusqu'au moment où, à un niveau peut-être supranational, on décrète ce que nous venons de dire, et il me semble que la CEDEAO va dans cette voie, la charte pour la démocratie, le protocole va dans cette voie, que le mandat de 5 ans renouvelable une fois soit la norme. C'est une norme. Il n'y a pas de règle sans exception. Vous verrez les gens respecter. Vous verrez des gens pour une raison, pour une autre, ne pas respecter. Mais on ne peut pas lire dans la tête des gens. On n'est pas des devins et deviner des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Vous pouvez être dans une logique impeccable. Et pour une raison, pour une autre, une inconnue situation, je ne sais pas, le terrorisme, guerre civile, qui peut amener à bouleverser. L'essentiel, c'est de garder le cap, de savoir que la limitation de mandat est une bonne chose. Parce que quand les gens s'incrustent, ça veut dire que la corruption s'incruste. Si on veut l'alternance, on veut le renouvellement, c'est pour que... vous savez, le pouvoir politique, je l'ai plusieurs dit, c'est un pouvoir précaire. C'est un pouvoir provisoire, essentiellement révocable. Quand le responsable d'un pays a ça en tête et qu'il va au pouvoir, il sait que c'est un pouvoir provisoire, ce n'est pas un pouvoir dynastique, ce n'est pas un pouvoir héréditaire. Quand il va au pouvoir, il fait attention. Parce que de quoi ont peur les gens? Ils ont peur qu'une fois partis, les cadavres, les casseroles judiciaires, vous avez vu en Mauritanie, vous avez vu en Afrique du Sud, c'est ça qui font que les gens, n'est-ce pas, ne veulent pas. Mais si la gouvernance est transparente, si le parti politique, les militants savent que le pouvoir politique est un pouvoir provisoire, précaire, alors ils exercent
une gouvernance transparente, sachant que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils ne seront plus là où ils sont. Ils font attention pour ne pas avoir traîné des casseroles. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi prévoir, aussi, puisqu'on sait qu'il y a les intrigues politiques qui existent, et il y a également les réalités politiques, est-ce qu'il ne faut pas prévoir une assurance pour les chefs d'État africains bien pour sûr, qu'après sûr, le pouvoir, ils bien estiment sûr, mais dans des pays, il y en a, mais malgré ça, vous avez des impairs, il y en a, il y a des garanties, il y a des, on offre, bon, l'immunité à certains chefs d'État. On a vu au sorti de la conférence nationale, il a fallu l'immunité au président québécois avec tout son moment pour faciliter, parce qu'il y a des caciques toujours autour. Vous savez, autour d'un chef, vous avez toujours les modérés et vous avez toujours les durs. Et c'est une lutte incessante. C'est pas facile d'être chef parce qu'il faut faire. Justement, puisque vous parlez de lutte autour d'un chef, on sait qu'autour du président Patrice Talon, il y a plusieurs compartiments, si on doit le dire modestement ici. Est-ce que vous pensez que au niveau de la mouvance présidentielle, déjà qu'on a vu la difficulté qu'il y a eu, qui se sont produits lors de la désignation de la vice-présidente, ou de la vice-présidente, est-ce qu'on peut espérer que la mouvance pourra s'accorder, que ce soit l'Union progressiste, le Bloc républicain, que ce soit l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Parti de renouveau démocratique et également le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin? Est-ce qu'au niveau de la mouvance présidentielle, est-ce que vous pouvez vous accorder pour dégager un seul candidat qui pourra quand même pérenniser les acquis de Patrice Talon? Bon, sur ce plan, chacun a son point de vue. Moi, ce qui me concerne, je dirais, les réformes, nous sommes au milieu des réformes. Les réformes ne sont pas terminées. Quand vous voyez les députés, c'est une liste, c'est un parti politique, c'est une élection, n'est-ce pas, la proportionnelle, c'est une candidature de liste. Vous prenez les conseillers, la gouvernance locale, c'est également une liste, c'est un parti politique qui présente. Mais vous voyez que pour la présidentielle, c'est encore une candidature indépendante. Ça, moi, c'est la réserve, la seule que j'ai. Il suffit de dire désormais, c'est un point de vue personnel qui n'engage que moi, que le duo candidat doit provenir d'un parti politique régulièrement constitué. On a regretté. Et vous avez vu tout le micmac qu'on a vécu dans l'opposition, qui n'était pas capable de dégager un candidat dans son camp, ou plusieurs candidats, et dans une même journée, en 24 heures, on passe de... Donc, pour éviter ça, cette pagaille, de mon point de vue, moi je dis qu'il nous reste cette réforme à faire, c'est de faire en sorte... Parce que ce que vous dites, si le duo candidat provient de l'UP, quel problème il y aurait? Il n'y aurait aucun problème. L'UP va dégager son duo. Si ça vient du BR, le BR va dégager son duo. On verra celui qui va gagner. Et celui qui va gagner, les autres étant des républicains, bon, tout le monde, une fois que l'élection est terminée, on se retrouve et on conduit la BAC. C'est ça, de mon point de vue, qui fera qu'il n'y aura pas de pagaille, de difficulté. Si le duo candidat provient, les amis, nos frères qui sont actuellement, que vous avez évoqués devant la justice, de quel parti politique ils étaient? Il ne faut pas venir à la veille d'une élection et dire je suis membre d'un parti politique. Donc c'est là ce qu'il faut pour, de mon point de vue, réguler et que les choses se passent bien. Mais ce n'est qu'un point de vue personnel. Ce n'est qu'un point de vue personnel. Vous allez regarder droit dans la caméra. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces internautes qui ont pris un peu de leur forfait, un peu de leur data mobile et un peu de leur précieux temps ce dimanche pour suivre cette émission. Vous allez leur adresser un message plein d'espérance. Tout à fait, ce que je voulais dire, parce que beaucoup de gens ont parlé de réconciliation. Le chef de l'État en a parlé et j'ai vu sur le terrain des localités de notre pays qui ont démarré cette réconciliation. J'ai vu nos frères de Chaourou, j'ai vu nos frères de Savet, j'ai vu nos frères de Banté aller à des assises locales, régionales pour faire la paix. Je trouve que c'est une bonne chose parce que il n'y a pas de schéma stéréotypé. Sortons des schémas stéréotypés avec tout le respect à notre propre histoire. Nous ne pouvons plus revenir à la conférence nationale des forces vives
version 89-90, que les gens se l'enlèvent de tête. Il peut y avoir d'autres forats, il peut y avoir d'autres regroupements, d'autres manières de nous réconcilier. C'est autour de la loi de la République. Tous nos frères qui sont hors de la loi de la République, nous leur demandons de rentrer dans les lois de la République et vous verrez qu'il n'y aura aucun problème, de mon point de vue. Il n'y aura aucun problème. Merci à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Chers amis internautes, on retiendra entre autres au cours de cette émission que notre invité à l'entame de cette émission au sujet des dossiers pendant devant la justice, il a dit que quand un dossier est devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail dans le calme et la sérénité. Il ne faut pas faire de pression. C'est comme cela que l'on assure à la justice son indépendance. En revanche, tout se passe dans les règles de l'art, a-t-il fait observer. Rappelons que Maître Abraham Zizidokwe est ancien garde des Sceaux et ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Pour lui, Joël Frédéric Aïvo a droit à une défense plurielle. Il a relevé le paradoxe au Bénin dans la lutte contre la corruption, l'impunité et le trafic de drogue au cours de cette émission. Il invite au calme et à la sérénité. Il invite les Béninois à avoir foi et confiance en nos institutions. Il a relevé au cours de cette émission la complexité du métier de juge et il a par la même occasion partagé avec nous sur ce plateau quelques anecdotes. Parlant du Conseil électoral, il a dit que l'essence de cette mission subsiste et réside dans l'impartialité et la transparence et ce sont les textes et les acteurs politiques qui peuvent garantir cette impartialité et cette transparence. On y est pour faire ce que on n'y est pas, c'est-à-dire on n'est pas au sein du Conseil électoral pour faire ce que l'on veut, mais pour appliquer les règles électorales, a précisé notre invité Maître Abraham Zizidokwe au cours de cette émission. Et en parlant des secousses des partis politiques, pour lui, ce sont des secousses qui sont dans l'ordre normal des choses. Il s'agit d'un jeu de géolocalisation politique pour notre invité qui est ancien député à l'Assemblée nationale. Pour lui, l'Union progressiste est la première formation politique au Bénin et elle a besoin de l'existence du bloc républicain, de l'existence des forces corrigées pour un Bénin émergent, de l'existence des démocrates car elle veut de la contradiction sur le terrain politique. Il a dit que selon lui, au regard des faits, des éléments d'appréciation, la réforme du système partisan n'a pas échoué. Il a commenté ce propos de confrères et analystes politiques au sujet du fait que l'on veut que l'on rebelote l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Pour lui, l'analyse est pertinente. Il s'agit d'une analyse de Vincent Folly et de Eugène Azatassou. On n'est pas opposant pour toute sa vie, a dit Maître Abraham Zizidokwe au cours de cette émission. Il a martelé que la politique est un jeu dynamique et donc on peut être opposant aujourd'hui et devenir mouvancier demain, comme on peut être mouvancier aujourd'hui et devenir opposant demain. Il a expliqué, détaillé au cours de cette émission, l'essence de la politique. Pour lui, l'Union progressiste, sa formation politique dont il en est membre du présidium, travaille pour la prochaine génération. Nous préparons la génération future, a-t-il laissé entendre au cours de cette émission. Il a martelé et rappelé à maintes reprises au cours de cette émission que nous sommes en démocratie et non en dictature. Parlant de morale, parlons plutôt, j'allais dire, du départ du président Patrice Talon en 2026, le fait que le chef d'État a réaffirmé sa volonté de transmettre le pouvoir en 2026, pour lui, c'est pas une question. La morale, pour lui, la morale, j'allais dire, est différente de la politique et du droit. Patrice Talon ne fera pas un troisième mandat car les textes qui renforcent la limitation de mandat au Bénin ont été davantage corsés sur le régime du président Patrice Talon avec l'institution de la Constitution du fait que nul ne peut plus faire plus de mandats dans sa vie, de sa vie, j'allais dire plutôt, en République du Bénin. Il y a des contingences qu'on ne peut pas généraliser s'agissant de la pandémie du troisième mandat dans la sous-région. En donnant une opinion personnelle, il a dit qu'il aurait souhaité que le duo candidat puisse provenir d'un parti politique et peut-être soutenu par d'autres formations politiques. À la fin, il a adressé un message de réconciliation nationale. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Merci de toujours répondre à nos appels lorsque nous vous faisons appel. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union progressiste, ancien garde des Sceaux, ancien ministre porte-parole du gouvernement, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve à très bientôt.